Bonjour, on va voir l'insuffisance rénale chronique, diagnostic et son suivi. Donc, c'est le plan du cours. Donc, on va voir l'impact et l'incidence de l'insuffisance rénale chronique dans le monde, la définition, le dépistage et le diagnostic de l'insuffisance rénale chronique. Parce qu'il faut savoir que l'insuffisance rénale chronique au stade de début est asymptomatique, donc c'est pour ça qu'on parle de dépistage, voir les facteurs de risque qui peuvent entraîner la dégradation de la fonction rénale de façon chronique, voir les examens complémentaires et examens cliniques proprement dit avec les examens biologiques et morphologiques, voir le bilan d'extension et le suivi ultérieur. Donc l'IRC est un problème de santé publique majeur. Donc il faut faire de la prévention primaire et la prévention secondaire. Dans la prévention primaire, donc il faut traiter toutes les infections, y compris les angines à répétition, certains glomérulonéphrite, traitement des malformations urinaires, notamment chez l'enfant, et limiter l'utilisation des médicaments, notamment les médicaments néphrotoxiques, à savoir les anti-inflammatoires et certains antibiotiques et l'automédication, l'utilisation des produits de contraste pour les examens morphologiques, mise en place, malgré la mise en place d'expertises collectives, même ici en Algérie, on n'a pas pu poser certaines recommandations quant à la prise en charge de l'insuffisance rénale sans dépistage précoce, en dehors des populations à risque donc, connues, sujets âgés, euh, patients porteurs de néphropathie, les diabétiques, les hypertendus. Donc, d'où la nécessité de mise en place d'un registre national de l'insuffisance rénale chronique et faire des campagnes de dépistage à grande échelle. Il faut savoir que 5% de la population adulte est atteinte d'IRC en Europe. En France, on compte 2 à 3 millions de personnes qui souffrent d'IRC à différents stades. Et 50% des individus souffrent d'insuffisance rénale chronique terminale, dont 33%, 33 000, dépendent d'une méthode d'épuration extra-rénale, qui sont mis déjà en épuration extra-rénale. Et 7 000 personnes par an sont atteintes d'insuffisance rénale chronique terminale, dont 30% sont référés de façon tardive au néphrologue. Donc, l'insuffisance rénale chronique, donc c'est une perturbation, diminution de la fonction de débit de filtration de glomérulaire de façon progressive, irréversible, en rapport avec une réduction permanente et définitive du nombre de néphrons fonctionnels. Donc, il faut faire la part des choses entre insuffisance rénale chronique et maladie rénale chronique. C'est-à-dire on peut avoir une maladie rénale chronique avec une fonction rénale tout à fait correcte. Donc, c'est le cas des lésions rénales, soit histologiques ou morphologiques qu'on retrouve à l'histologie, à l'imagerie médicale, à la perturbation de sédiments urinaires et au spot urinaire. L'exemple, par exemple, à l'échographie, on peut voir une polykystose, mais si on fait un bilan rénal, on trouve qu'il est tout à fait normal, mais on a le droit de parler de maladie rénale chronique. Ou avec un débit de filtration glomérulaire, c'est-à-dire une clearance qui est supérieure à 60 ml par minute, pour une surface corporelle à 1,73 mètres carrés, et il faut que ça soit que la durée dépasse les 3 mois. Donc, il y a 4 stades de maladie rénale chronique selon cette classification. Donc, on a le stade 1, c'est des lésions rénales avec un DFG tout à fait normal ou même augmenté, au-delà de 60 ml par minute. Au stade 2, c'est une insuffisance rénale modérée. Au stade 3, insuffisance rénale sévère. Et au stade 4, c'est l'insuffisance rénale chronique terminale où la clearance de la créatinine est inférieure à 15. Il y a d'autres classifications, notamment la National Kidney Foundation. Il y a 5 stades de la maladie rénale chronique. Donc, il y a la lésion rénale. Au stade 1, on peut trouver lésion rénale et DFG normal ou augmenté. Des lésions rénales avec DFG entre 60 et 89. Au stade 3, un DFG entre 30 et 60, jusqu'à stade terminal à 15. Donc, quels sont les facteurs de risque? Il faut s'intéresser aux facteurs de risque, c'est-à-dire tous les facteurs ou les situations ou les maladies pourvoyeuses d'insuffisance rénale chronique, notamment chez le sujet âgé, ce qu'on appelle
la réduction néphronique liée au vieillissement rénal, liée à l'âge, voir les antécédents familiaux de néphropathie, c'est-à-dire néphropathie familiale. Donc, s'il y a une néphropathie familiale, il faut faire le dépistage rapidement. Voir les antécédents personnels qui sont très importants en termes de maladies rénales chroniques, c'est-à-dire le diabète, l'hypertension artérielle, toutes les maladies athéromateuses, syndrome métabolique, les lithiases, les uropathies malformatives, les maladies de système et les vascularites. Voir s'il y a une prise de façon chronique ou intermédiaire, ou intermittente de médicaments, notamment les médicaments néphrotoxiques tels que les anti-inflammatoires, et rechercher les maladies professionnelles. Donc, il faut passer par un examen clinique et un examen paraclinique. Donc, l'examen clinique, c'est un examen clinique général à la recherche d'œdème, de gros reins à la palpation. C'est l'examen, c'est mesure de l'hypertension artérielle, voir le poids du malade, évaluer son état d'hydratation et faire une bandette urinaire. Les examens cliniques, les examens paracliniques morphologiques, il faut éviter tous les examens utilisant les produits de contraste néphrotoxiques. C'est-à-dire vérifier les indications, s'il y a une prise en charge ultérieure après cet examen. Donc, il ne faut pas courir le risque d'insuffisance rénale chez les patients déjà ayant un rein, c'est-à-dire qui peut être victime. Donc, faire une échographie à la recherche de la taille des reins, de la symétrie, explorer les contours du rein, la différenciation, l'index parenchymateuse, rechercher les gros reins, éventuelle hydronéphrose. Et on peut faire une ponction biopsie rénale. Et là, c'est-à-dire en matière d'insuffisance rénale chronique, l'indication, l'utilisation et la prescription de ponction biopsie des PBR doit être limitée, vu c'est-à-dire la fibrose, c'est-à-dire on ne peut pas avoir des renseignements sur le plan histologique parce que c'est des reins fibrosés. Et il y a même risque de complications liées à des troubles de l'hémostase liés à la thrombopathie. C'est-à-dire même si le bilan d'hémostase est correct, il faut faire attention parce qu'il y a ce qu'on appelle la thrombopathie où le malade insuffisant rénal chronique est exposé à faire des troubles de l'hémostase c'est-à-dire on peut aller jusqu'à la néphrectomie d'hémostase. Donc, faire des examens biologiques, c'est-à-dire deux critères permettent de définir les différents stades de la maladie rénale chronique. C'est le spot urinaire qu'on fait, c'est-à-dire actuellement, et le DFG, c'est-à-dire calculer les clearances. C'est-à-dire faire voir les anomalies au niveau des sédiments urinaires, on cherche des maturies, de leucocyturies aseptiques. Donc on parle d'hématurie si elle est supérieure ou égale à 10 globules rouges par millimètre cube ou supérieure à 10 000 par millilitre. Leucocyturie, elle est pathologique si elle dépasse les 10 globules blancs par millimètre cube ou 10 000 par millilitre. Faire un compte d'indice, c'est-à-dire l'examen des urines sur les 3 heures. Donc les valeurs normales sont comprises en inférieur à 10 000 par minute pour les globules rouges et inférieur à 5 000 par minute pour les globules rouges. Donc, il y a des causes d'erreur, c'est les infections à répétition, c'est l'effort physique, c'est la prise des anticoagulants, etc. Alors, pour la recherche de la protéinurie, donc le dosage de l'ensemble des protéines qui sont en proportion plus ou moins différente selon le type d'atteinte rénale, c'est-à-dire que l'atteinte glomérulaire et ou tubulaire. C'est-à-dire que l'atteinte glomérulaire, on a une protéine qui est importante, alors que l'atteinte tubulaire ou interstitielle, elle est minime. Donc la pathologie pré-rénale qui réagissent plus ou moins différemment selon les réactifs utilisés. Donc les techniques en général sont difficiles. Les bandelettes, dans un premier, sont réservées pour le dépistage massif. C'est un examen qualitatif. Donc il faut faire un examen quantitatif qui est la protéinurie des 24 heures. C'est le gold standard. Mais le seul problème, c'est la difficulté d'avoir un recueil précis. Donc, le patient peut ne pas vider sa vessie, on peut ne pas récolter la totalité des urines. Donc,
C'est ce qui prête à confusion. Donc la protéinurie, elle est pathologique si elle dépasse 300 mg par 24 heures. Donc actuellement, on fait un échantillon d'urine, ce qu'on appelle le spot urinaire. C'est le paramètre recommandé actuellement. Donc il faut faire le rapport protéinurie sur créatinurie. Lorsqu'il dépasse les 200 mg par gramme ou les 22 mg par millimol, il est pathologique. Donc le dosage, ce qu'on appelle le dosage de la microalbuminurie. Donc microalbuminurie, lorsque ça dépasse les 30 mg par 24 heures dans les urines des 24 heures, ou l'échantillon du matin lorsqu'elle dépasse les 20 mg par litre, ou le spot albumine sur créatinurie dépasse dépasse les 2 mg par millimol. Donc attention aux faux positifs, c'est-à-dire tout ce qui peut augmenter de façon transitoire la microalbuminurie, c'était le pouls et l'insuffisance cardiaque et les infections à répétition. Donc il faut estimer, là on parle d'estimation du débit de filtration glomérulaire, ce qu'on appelle les clérances. Donc cléarance, c'est le volume plasmatique que le rein peut épurer en unité de temps qui est la minute. Donc il y a plusieurs formules. Donc il faut savoir que le DFG normal est entre 100 plus ou moins 20 ml par minute par 1,73 m². Il faut savoir qu'au-delà de 30-40 ans, il y a une décroissance qui est normale, naturelle, physiologique, de moins d'1 millilitre par minute après 30 à 40 ans. Donc au-delà de 30-40 ans, on perd 1 millilitre par minute par an. C'est la décroissance annuelle. Donc on a dit qu'il y a la méthode de l'UV sur P a ses désavantages et a des inconvénients. Donc en général, on utilise l'inuline qui est le plus sensible et le plus parfait, qui donne une idée la plus exacte du DFG, mais ça porte à des inconvénients. Donc c'est toujours le recueil des urines, l'évacuation incomplète, il y a de la surestimation. Et on sait que 30% des sujets à cléarance de la créatinine normale ont un DFG diminué. Donc on continue avec des examens biologiques. Il y a la créatinine. Voici les valeurs normales chez la femme et chez l'homme. Chez l'homme un peu plus parce qu'il y a la masse musculaire est plus importante. Donc, et selon les méthodes utilisées, le JAFE ou la méthode enzymatique. Et il faut savoir que c'est un reflet imparfait du DFG. On a dit que l'augmentation de la créatinine se fait de façon retard par rapport aux nouveaux biomarqueurs qu'on ne dispose pas actuellement. Et elle dépend du débit de production en rapport avec la masse musculaire, l'âge, la race, le sexe, s'il y a une maladie chronique et les apports alimentaires riches en protéines. Donc, pour une valeur de créatine de 80 micromoles par litre, le DFG chez le plus de 65 ans se situe avec une probabilité de 95% entre 40 et 95 millilitres par minute. C'est un sujet dans la créatine de 80, on trouve une cléarance entre 40 et 95 millilitres dans 95% des cas seulement. Donc il y a un défaut de sensibilité de diagnostic, donc il faut une réduction importante de la filtration glomérulaire pour induire une augmentation significative de la créatinine. Donc il faut que ça touche 50%. Donc, et à partir de là, l'insuffisance rénale chronique devient symptomatique. Elle est importante pour le suivi du patient connu déjà avec une insuffisance rénale chronique avancée. Et en cas d'insuffisance rénale plus avancée, il suffit une petite perturbation de la fonction rénale, de la fonction du rein, pour que la créatinine augmente très significativement. Donc les autres formules d'estimation, il y a la formule de Cockcroft et Gold, a ses limites. Il y a la formule de MDRD simplifiée, 2000. Il y a la formule Schwartz chez l'enfant, utilisée chez l'enfant, mais ça nécessite un dosage par mètre enzymatique de la créatinine. Donc, les avantages des formules, le coût est faible, elle est adaptée pour faire le dépistage.
Donc le dépistage plus précoce d'une IRC débutante par rapport au seul dosage de la créatinine. Donc ça donne une idée plus précoce si on fait que le dosage de la créatinine. Ça permet de faire la classification de différents stades de l'IRC et d'adapter les attitudes thérapeutiques face à ce patient insuffisant rénal chronique. Donc, les formules théoriquement applicables aux populations qui ont servi à leur élaboration, il y a une surestimation systématique du DFG par la formule de Gold, Cockcroft. Il y a une corrélation même bonne, moins bonne avec le DFG que la formulation MDRD. La corrélation améliorée si l'on ajuste à la surface corporelle standard. Donc, pour dire que toutes les formules il y a une surestimation et sous-estimation. Donc, la MDRD 2000 développée récemment, donc il y a une corrélation avec le DFG qui est meilleure, mais elle n'est pas parfaite. Elle est mieux que le Cockcroft, mais elle n'est pas parfaite. Donc il y a une difficulté de calculer avec les systèmes actuels, informatiques actuels. Donc c'est vrai, on nous donne le Cockcroft, on ne donne pas le MDRD. Donc ça, c'est les sites pour calculer en direct le DFG. Donc ça c'est une comparaison entre la méthode MDRD et la méthode Cockcroft pour la même valeur de la créatinine, on a deux cléarances. Pour le MDRD, c'est 43,9 ml par minute et pour le Cockcroft, c'est 35 ml par minute. Donc il y a une différence quand même importante. Donc là, c'est les biais d'estimation des formules pour calculer les cléarances par rapport aux populations données. Par exemple, pour le Cockcroft, il y a une sous-estimation de la cléarance par rapport à des sujets supérieurs à 35 ans avec un DFG supérieur à 60. Et il y a une surestimation en cas de BMI inférieur à 18,5 et entre 18,5 et 30. Donc pour le MDRD, la même chose, on a sous-estimation pour les patients âgés plus de 65 ans avec un DFG supérieur à 60 ml par minute et une surestimation pour les patients qui ont un BMI inférieur à 18,5. Donc, les autres paramètres en dehors de la créatinine, on a dit que c'est un paramètre qui est moins sensible et reflète moins bon le débit de filtration glomérulaire. Il y a la cystatine C. Son augmentation est plus précoce que la créatinine. Donc, à ses désavantages, elle ne dépend pas de l'âge et du sexe et de la masse musculaire que la créatinine. Il y a une formule pour estimation du DFG tenant compte des paramètres variables utiles chez les diabétiques de type 2 et les transplantés rénaux, c'est-à-dire qu'on fait le dépistage précoce surtout chez les donneurs de reins. Les inconvénients, c'est un paramètre qui est coûteux. On ne peut pas l'utiliser en pratique courante. Donc, à l'avenir, il faut utiliser les formules combinées, c'est-à-dire à savoir la cystatine C et la créatinine, pour avoir un bon reflet le plus exact possible du DFG. Alors, il faut, après avoir posé le diagnostic de l'insuffisance rénale chronique, donc, il faut faire un bilan d'extension, c'est-à-dire établir un diagnostic étiologique qui aura un double intérêt, c'est-à-dire intérêt thérapeutique, c'est-à-dire traiter la cause, si on en a, et limiter l'évolution vers les stades ultimes et les stades terminaux de l'insuffisance rénale chronique. Un intérêt pronostique, c'est-à-dire préparer le malade à l'épuration extra-rénale et quand démarrer cette thérapie de suppléance. Et on peut même prévoir le pourcentage de risque de récidive en cas de greffe rénale. Alors, établir le diagnostic étiologique et définir le type d'atteinte rénale, c'est-à-dire selon l'atteinte histologique, il y a les néphropathies glomérulaires, tubulaires interstitielles, vasculaires et rénaux-vasculaires.
et faire le diagnostic de la maladie pré-rénale, c'est-à-dire rechercher toutes les pathologies pour voir les insuffisances rénales, notamment le diabète, l'HTA et le syndrome métabolique. Alors, euh, donc il faut faire un interrogatoire le plus complet possible, rechercher les antécédents familiaux, s'intéresser aux antécédents personnels et les prises de médicaments ou molécules subsidiaires néphrotoxiques. Faire un examen clinique et paraclinique complet, faire un examen biologique de débrouillage, savoir une formule, bilan lipidique, une glycémie, et faire le bilan phosphocalcique, une formule, faire un bilan immunologique à la recherche de maladies auto-immunes systémiques ou des atteintes ou vascularites, et faire une protéinurie à la recherche d'anomalies de sédiments urinaires. Donc, dans ce tableau, on a résumé les arguments, les orientations sur le plan clinique, c'est-à-dire à partir de la clinique, on peut s'orienter vers l'atteinte histologique en dehors de la ponction biopsie rénale. Par exemple, dans les atteintes glomérulaires, on sait très bien que leur évolution est rapide par rapport aux atteintes tubulo-interstitielles et vasculaires. Donc, les atteintes glomérulo-vasculaires évoluent plus rapidement que les atteintes tubulo-interstitielles. Donc dans les glomérulaires, on a des œdèmes, la symptomatologie néphrologique est plus parlante. Donc on a de l'hypertension, les œdèmes, l'antécédent d'une protéinurie importante, hématurie. Sur le plan paraclinique, on confirme la protéinurie qui peut dépasser 3 grammes jusqu'à syndrome néphrotique. Il y a de l'hématurie, surtout dans les glomérulonéphrite rapidement progressives. Les reins en général sont symétriques à l'échographie et l'atrophie est plus ou moins harmonieuse. L'atrophie des reins est plus ou moins harmonieuse à un stade évolué de la maladie rénale. Dans les néphropathies tubulo-interstitielles, en général, c'est l'inverse. Donc, il n'y a pas d'HTA, ou elle est modérée, ou d'apparition tardive. Il y a des antécédents qui sont très riches d'infections urinaires, de licturie, d'uropathie, de maladies, de syndrome métabolique. Et les arguments paracliniques confirment retrouver une protéinurie très faible avec une leucocyturie asymptomatique et cylindrurie qui témoigne d'une atteinte tubulaire. L'atrophie des reins en général est asymétrique avec un contour bosselé, témoin d'un long passé d'infections urinaires à répétition et des pyélonéphrite chroniques. Donc, dans l'atteinte vasculaire, il y a de l'hypertension qui est ancienne, en général, elle est sévère résistante, elle est ancienne, la protéinurie est faible, et l'atteinte, il y a une asymétrie, il y a l'atteinte en général symétrique. Dans l'HTA, dans l'hypertension, dans l'atteinte rénovasculaire, on a une HTA rénovasculaire, surtout chez le jeune. C'est une HTA qui est sévère, résistante, c'est-à-dire qu'on peut aller jusqu'à la quadrithérapie. Il y a un souffle abdominal et en général, c'est l'écho-doppler qui pose le diagnostic, l'écho-doppler, où en général, on peut aller jusqu'à l'angio-IRM. Bon, l'artériographie est abandonnée, donc ça c'est par rapport à l'examen complet, c'est-à-dire morphologique. À l'échographie, déjà, on a un rein, un détail de rein asymétrique, c'est-à-dire le rein du côté de la sténose latérale rénale est atrophié. Donc, il faut évaluer l'impact de synthèse sur le patient. Donc, il y a la mise en jeu de système rénine-angiotensin-aldostérone, la diminution de la synthèse de l'érythropoïétine et un défaut de la deuxième hydroxylation de la vitamine D. C'est la fonction endocrine du rein, c'est la production de la rénine, de l'érythropoïétine et de la vitamine D. Et la rénine, dans la participation dans le système rénine-angiotensin-aldostérone, c'est l'équilibre de la tension artérielle et de la balance hydrosodée. L'érythropoïétine dans la synthèse, dans la synthèse des globules rouges, et la vitamine D qui est en carence, qui peut entraîner une hypocalcémie et une hyperparathyroïdie secondaire. Donc, évaluer le bilan hydroélectrolytique, acide, base et l'état nutritionnel du patient,
dosage du potassium, des bicarbonates, des gaz du sang, le sodium, l'urique créatine urinaire et l'albumine pour évaluer l'état nutritionnel. Faire une FNS à la recherche d'une anémie. Il faut savoir que l'anémie dans cette situation est normocytaire et régénérative, mais on peut avoir toutes les formes de l'anémie. Mais en premier, elle est normocytaire à régénérative de type central. Faire un bilan phosphocalcique, dosage de la vitamine D, en général il y a des carences, et dosage de la parathormone. Donc les objectifs là, il y a trois objectifs justement dans le suivi du patient. On va le suivre, c'est une maladie évolutive, chronique, c'est-à-dire irréversible. Euh, donc là, il faut suivre le patient. Donc quel est l'objectif de ce suivi? L'objectif, c'est essayer de freiner cette progression de l'insuffisance rénale chronique et essayer de corriger tous les facteurs de décompensation. On a en général deux types, facteurs modifiables et les facteurs non modifiables. Donc il faut agir de façon énergétique sur les facteurs modifiables sur lesquels on peut modifier et ralentir cette insuffisance rénale. Voilà. Il faut prévenir et traiter toutes les complications de l'insuffisance rénale chronique et préparer, envisager quand est-ce qu'on peut démarrer la dialyse ou l'épuration extra-rénale en général. Donc, dans cette situation, la prise en charge, elle est souvent multidisciplinaire, pluridisciplinaire, multidisciplinaire, avec la participation du médecin traitant, du néphrologue, du cardiologue, diabétologue, du psychologue, et des mouvements associatifs pour essayer de prendre en charge correctement le patient. Donc, pour limiter la progression de l'ALIA, on a dit qu'il faut limiter l'auto-aggravation de la réduction des chroniques parce qu'il y a un mécanisme de compensation, c'est-à-dire les néphrons sains essaient de faire le travail des néphrons déjà détruits. Mais là, avec le temps, il y a une hyperfiltration, un hyperfonctionnement. Avec le temps, on aura un épuisement et destruction des néphrons. Donc, avoir un objectif de la tension artérielle entre 13,8 le plus bas possible, une protéinurie inférieure à 0,5 par gramme, de 0,5 g par 24 heures, et un régime hypoprotéique, hypocalémique pour éviter l'aggravation. Donc, il faut prévenir les complications cardiovasculaires. Il faut savoir que l'insuffisance rénale chronique en elle-même est une maladie inflammatoire qui peut retentir sur le plan cardiovasculaire et le patient peut mourir par les complications cardiovasculaires que par l'insuffisance rénale. Donc il faut corriger, faire la prévention primaire ou secondaire, traiter, corriger la dyslipidémie, l'hyperglycémie chronique, les troubles hydroélectrolytiques, faire attention à l'hypercalémie, faire un régime alimentaire et utilisation de la résine échangeuse d'ions, rechercher une acidose, les œdèmes, rechercher traiter l'anémie par l'hormone, par l'érythropoïétine recombinante, qui est le facteur principal dans le traitement de l'anémie, avec correction des carences martiales et de l'état inflammatoire. Rechercher, dépister, traiter les troubles minéralo-osseux liés à la maladie rénale chronique, à savoir correction de l'hypocalcémie, de l'hyperphosphorémie, et essayer de freiner l'hyperparathyroïdie secondaire, évaluation de l'état nutritionnel et traiter toute dénutrition. Voilà. Et pour préparer le patient, et au stade les plus avancés, il faut préparer le patient à l'épuration extra-rénale, c'est-à-dire il faut commencer d'abord par préserver le capital veineux, parce que les vaisseaux du patient, préserver le capital veineux pour pouvoir confectionner un abord vasculaire définitif pour l'épuration extra-rénale. Il faut savoir l'abord vasculaire qu'on appelle la fistule artério-veineuse, c'est la vie du patient. Donc il faut préserver ce capital veineux, il faut éviter de faire les prélèvements répétés, les perfusions, il faut utiliser les veines du dos de la main et surtout ne pas utiliser les veines du bras non dominant du patient. Ça, c'est pour le préparer à la confection de la fistule artério-veineuse. Vérifier le statut sérologique du patient et le vacciner contre l'hépatite B pour ne pas être contaminé ultérieurement. Et commencer, discuter quand on démarre, parce que c'est difficile de démarrer
en dehors d'une symptomatologie, d'intolérance de l'urine chronique, c'est un peu difficile de commencer la dialyse. Donc, en général, c'est des cléarances inférieures à 15, en général inférieures à 15 ou inférieures à 20 chez le sujet diabétique âgé avec les pathologies cardiaques. Donc, il faut que ce patient-là commence un peu tôt pour limiter les complications. Donc, il faut faire une surveillance clinique et biologique de l'insuffisance rénale chronique et les traiter toutes les complications, faire un rythme de surveillance de 3 à 6 mois. Et ça, c'est en fonction du rythme de la dégradation de la fonction rénale. En général, on adapte en fonction du DFG. Donc, la fréquence est le DFG qu'on divise sur 10. Donc, faire des examens biologiques de façon courante pour évaluer la progression de l'IRC et le rythme pour éviter les histoires de dégradation brutale, c'est-à-dire l'insuffisance rénale aiguë sur le fond chronique, faire un ionogramme, bilan phosphocalcique, faire une formule, dosage des protéines plasmatiques et l'albumine, la protéinurie, sodium et potassium. Donc les objectifs, c'est d'avoir, chez ce patient en IRC, d'avoir une calémie inférieure ou égale à 5,5, un taux de bicard entre 23 et 27, une protéinurie inférieure à 0,5 g, une albuminémie supérieure à 35, un bon équilibre hydrosodé et un bilan phosphocalcique correct avec un taux d'hémoglobine entre 11 et 12 g. Donc, en conclusion, l'importance c'est insister sur l'importance du dépistage précoce parce que pour pouvoir faire de la prévention, pour pouvoir préparer le malade sur le plan psychologique et à l'opération extra-rénale et limiter au maximum d'atteindre les stades tardifs et le stade tardif terminal de l'insuffisance rénale chronique. Donc, il faut la rigueur dans le suivi des patients. Merci pour votre attention.